Pendant les 2 derniers jours, lundi et ce matin, j'ai parlé avec le président de l'Afrique du Sud qui m'a cherché pour me parler de cette question à cause de leur implication. Dans l'est du Congo, et il est aussi là, prétendant jouer le rôle de pacificateur. Et il a une force qui combat aux côtés de FDLR. Et a combattu le M23 sur les instructions de Tshisekedi, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas censées être en Congo. Ceux-là viennent du Rwanda, où le M23 ne sont pas rwandais. S'il vous plaît. Ce sont des Congolais, et à un moment, ils l'acceptent, puis à un autre moment, il dit non, en partie c'est oui, et puis l'autre partie vient du Rwanda. Et ce sont ils continuent de... Et comment nous, les dirigeants de nos propres pays, acceptons-nous que cela continue indéfiniment et acceptons simplement d'être manipulés par Tshisekedi ou quiconque le soutient. Et l'Afrique du Sud ose même émettre des menaces sur ce qui pourrait arriver après cela, et ainsi de suite. Bien sûr, nous verrons de quelles menaces il parle. Peut-être qu'ils auraient dû faire exactement ce pourquoi ils ont émis. Des menaces, ils auraient dû les faire pour nettoyer le désordre à l'est du Congo ou pour riposter à ceux qui ont essayé de nettoyer le désordre. Alors, toute la communauté internationale est simplement confuse. Ils ont parlé du Rwanda, ils ont parlé du processus de Nairobi. Honnêtement, même ici, peut-être que vous m'aiderez à comprendre ce que tout cela signifie. Les processus sont devenus une fin en soi. Et les personnes dirigeant ces processus sont devenus plus importants que les résultats des processus. Le processus de Nairobi est devenu un processus entier. Puis le processus du Rwanda, c'est comme si vous ne pouviez rien dire qui déplairait au président Lorenzo. Certainement, cela n'aide pas à traiter des questions aussi graves que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Qu'à la fin, simplement parce qu'ils ne peuvent pas être abordés, nous avons une situation comme celle que nous avons maintenant, et si quelqu'un, et surtout, je veux dire, je ne comprends pas comment Tshisekedi continue de penser qu'il résoudra les problèmes liés aux droits des personnes militaires, tuez-les, tirez-leur dessus, amenez des forces prêtes à aider. Comme, surtout le Burundi, eh bien, je ne sais pas si cela a été utile pendant les derniers jours ou semaines où ils ont fait cela. Donc, je veux que nous soyons allemands. Vos Excellences, je veux que nous, quoi que nous disions et quoi que nous ayons l'intention de faire, nous saisissons correctement le contexte et ensuite procéder en fonction de cela et peut-être que nous pourrons avancer. Sinon, si nous continuons à dire de bonnes choses, à être gentils les uns envers les autres et ensuite chacun accomplit son propre. Les intérêts sont par rapport aux autres intérêts, les intérêts communs que nous avons en tant qu'Africains de l'Est. Alors je ne vois pas comment nous allons contribuer efficacement à trouver une solution.
mais vraiment avoir même expulsé la communauté d'Afrique de l'Est, du Congo oriental, et tout le monde a obéi. Puis il y a eu du silence. C'est comme si c'était normal ou acceptable. Tout est dicté par le pays ou la personne que nous essayons d'aider. Je n'ai pas compris cela. Et c'est là où nous en sommes maintenant. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici où nous sommes. Alors laissez-moi peut-être pour l'instant arrêter ici. Je voudrais vraiment entendre les conseils des autres, mais je pense que ce n'est pas juste un jeu. C'est une affaire sérieuse, évidemment, parce que cela consume la vie des gens. Et l'autre jour, il y a 2-3 jours, nous avons perdu des gens. Il y a eu beaucoup de partage depuis l'est du Congo, depuis Goma, et tué une douzaine de personnes et blessé des centaines. Nous allons certainement nous en occuper. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Nous avions tous écouté Paul Kagame s'exprimer par rapport à la situation tendue dont le point central est la République démocratique du Congo, comme vous l'avez tous vu. Et c'est lui et le président sud-africain qui se sont tirés à balles réelles dans les réseaux sociaux. Nous l'avions tous suivi. Mais moi, je veux plus me focaliser sur notre situation à nous, les Congolais. Parce que de toutes les façons, chacun défend ses intérêts et ses intérêts convergent dans la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes le point central. Vous savez, techniquement, nous ne devrions même pas avoir toutes ces forces impliquées dans la crise de la République démocratique du Congo. Si nos dirigeants avaient une vision d'avenir, comme je l'ai toujours dit, et là, je commence à partir de Mobutu, parce que c'est lui, je dirais, fraîchement après l'indépendance, c'est lui qui a pris la République et avait vraiment la responsabilité de bâtir un avenir ou bien de préparer un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il n'avait pas la vision d'avenir. Oui, pendant ses débuts ou pendant je dirais comment son âge d'or, on a vu les forces armées zaïroises être vraiment la fer de lance de l'Afrique centrale. Mais malheureusement, comme je l'ai encore dit, il n'y avait pas de vision dans la durée. Et voilà les conséquences qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Je vais le répéter encore. Il n'existe pas de puissance diplomatique ou de puissance de menace. C'est par la force réelle. C'est par la réputation. Quelle est la réputation que la RDC a en matière de défense actuellement, disons dans les 30 années passées? C'est tout le monde pratiquement qui intervient pour nous et la situation n'est toujours pas réglée. Est-ce que nous-mêmes, de notre côté en interne, nous avions pensé résoudre ce problème-là? Peut-être en réformant notre armée ou bien en réorganisant notre système de défense, en nous approvisionnant avec des équipements de dernière qualité ou bien qui sont à la hauteur de la technologie actuelle. Je ne pense pas. Mais ce que nous avions vu, c'est plus les gens qui veulent s'enrichir, les gens qui veulent le pouvoir au détriment de la nation. Et voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons toute une panoplie de militaires étrangers en République démocratique du Congo pour résoudre notre problème, mais nous ne sommes toujours pas en mesure de le résoudre. Il faut commencer par nous bâtir une armée forte. Ça peut prendre du temps, mais il faut déjà commencer. Nous avions perdu 7 ans. Pourquoi je parle seulement de 7 ans entre dans les 18 ans de Kabila? Le contexte était différent à cette époque-là. Et là, nous sommes dans un nouveau contexte où maintenant l'histoire nous demandera de compte par rapport à ce qui a été fait, ce qui reste à être fait et ce qui doit être fait d'urgence ou à long terme. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir cette administration que nous avons qui pèse à la République au moment où des besoins pressants sont au niveau de l'armée, mais malheureusement l'armée est mal entretenue, mal équipée? Oui, c'est la vérité. Je sais que les gens pensent que
Être patriote, c'est cacher la vérité, mais c'est une vérité qui est connue de tout le monde. C'est une vérité qui est universelle et nous devrions plutôt avoir honte et résoudre ces problèmes plutôt que venir nous défendre et pointer du doigt des autres. Vous savez, moi j'ai toujours dit Paul Kagame, il peut être ce qu'il est, il peut faire ce qu'il est en train de faire. Lui, on n'a pas de quoi lui reprocher. C'est que moi je dirais. On n'a que des responsabilités à tenir et à nous reprocher nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ce genre de personne peut être à mesure de nous tenir en étau pendant toutes ces années? Et c'est toujours la même histoire. Après 5 ans, après 10 ans, nous revenons toujours à la case départ. Non, non, c'en est trop. Vous êtes en train d'appeler des jeunes pour s'enrôler dans l'armée. Je pense que c'est inutile. Commencez d'abord par équiper l'armée que nous avons. Nous n'avons pas un problème d'effectif. Je le répète encore, les FARDC n'ont pas un problème d'effectif. On a plutôt un problème d'organisation. Commencez par là et vous verrez, les gens vont venir même sans appel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui se posent des questions. Je rejoins l'armée. Est-ce que je vais avoir le moyen de défendre la patrie? Tu peux bien rejoindre l'armée comme tu veux. Mais si on ne te donne pas le moyen de défendre cette nation-là, tu seras incapable. Parce que ce ne sont pas tes mots, ce ne sont pas avec des pierres, mais ce sont avec des équipements que l'État est censé vous donner. C'est avec des stratégies dont le commandement est censé mettre en place. Mais qui avons-nous à la place? Le problème, il est large, le problème, il est vaste. Arrêtons de nous distraire, arrêtons de nous voiler la face. Il faut résoudre ces problèmes en interne. Tous ces gens qui sont en train de venir, nous voyons Kagame, Ramaphosa se tirer à balles réelles, c'est par rapport aux intérêts qu'ils ont en République démocratique du Congo. Toti cas distraction. Et je ne trouve même pas d'intérêt à faire des marches pour demander aux ambassades ou bien à la communauté internationale de faire quoi que ce soit. Les marches que nous sommes en train de faire, nous devions le faire contre nos dirigeants qui nous rendent des comptes, nous disent qu'est-ce qui ne va pas dans l'armée, pourquoi notre armée n'est pas à mesure de nous défendre, pourquoi notre armée n'est pas à mesure de nous sécuriser, qu'est-ce qui manque. Et vous allez voir, tout converge vers la stratégie et le moyen. En matière de stratégie, on parle des infiltrés, on parle des gens qui sont peu fiables dans l'armée, mais on a un service de renseignement pour ça. Et quand il s'agit de la souveraineté de l'État, quand il s'agit de la protection de la nation, on ne tient pas compte de la grogne de quelques personnes ou de quelques officiers. Non. Si vous sentez que non, ces personnes sont entrées dans l'armée par cette voie, et maintenant nous n'avons pas de doute, nous remettons en cause leur loyauté, c'est tout à fait normal. Remerciez-le. Il faut leur dire carrément non, voilà, on ne vous fait pas confiance, et vous devez d'abord vous mettre à l'écart, jusqu'à ce que nous soyons à mesure de revoir votre situation. C'est simple. On peut avoir une ordonnance de la présidence qui dit que non, voilà, nous suspendons tout officier, toute personne qui est entrée dans l'armée par voie de brassage ou de mixage pour l'intérêt de la nation. Si ce sont vraiment des patriotes, ils vont pas se plaindre par rapport à ça. Donc, moi, je pense que c'est ça la solution. On a suivi le long discours de Paul Kagame, mais je ne pense pas que ces discours-là puissent vraiment nous apporter grand-chose. Ce n'est qu'une distraction de plus. L'intérêt converge en République démocratique du Congo. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités et faire les choses comme il se doit. Je le répète encore, on a besoin de notre armée, on a besoin d'une armée forte et dissuasive. Tous ces problèmes-là vont finir. On peut bien vivre en paix avec le Rwanda, avec tous les pays voisins, du moment où ils savent que nous sommes une puissance militaire. Ils ne vont pas oser. Nous, la République démocratique du Congo, ensemble, si on se constitue une armée solide, on peut avoir un effectif plus élevé que toute l'Afrique de l'Est. Quand je parle d'Afrique de l'Est, je vois le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. En République démocratique du Congo, si on veut être une puissance militaire, on peut vraiment le faire et être plus puissant que tous ces pays-là réunis.
parce qu'on a des hommes, on a les ressources pour s'approvisionner en équipement. Ce ne sont pas les moyens qui peuvent nous manquer, mais c'est seulement question de politique. Voilà la pensée que j'avais. J'espère que cette vidéo-là, je l'ai faite uniquement en français pour mes amis francophones, surtout qui n'aiment pas apprendre l'anglais. Comme ça, ils peuvent aussi bien capter le message de Paul Kagame. Ok. Merci beaucoup et à la prochaine. On se revoit. Bye bye. Est clair, des rebelles du M23 sont entrés lundi 27 janvier dans Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le M23 ? Pourquoi y a-t-il une guerre dans cette région ? Retour sur l'origine de ce conflit vieux de 30 ans grâce à une vidéo que nous avions réalisée en février 2024 alors que le M23 approchait de Goma. L'Est de la RDC est une vaste région qui abrite de nombreux minerais précieux, dont la majorité des réserves mondiales de coltan, nécessaires pour fabriquer smartphones et ordinateurs. La région est aussi en proie à des massacres. De nombreux groupes armés s'y trouvent, pillent des villages et s'affrontent pour le contrôle des mines. Le principal groupe armé est celui du mouvement du 23 mars, dit M23, qui a été fondé en 2012. Après une période de cessez-le-feu, les rebelles du M23 se sont réactivés en novembre 2021. Selon la RDC, le M23 est activement soutenu par le Rwanda, ce que ce dernier dément. Mais cette aide a été corroborée par un groupe d'experts de l'ONU. En face, on a l'armée congolaise qui tente difficilement de reprendre le contrôle du territoire. Elle est appuyée notamment par des milices paramilitaires privées et un contingent de soldats de la communauté des pays d'Afrique australe. Et on vous l'a dit au début, c'est un conflit vieux de près de 30 ans. Voyons pourquoi. Les rebelles du M23 sont en majorité Tutsis. Et outre le pur rapport de force, une des raisons pour lesquelles ils prennent les armes, c'est pour obtenir des garanties de protection de leur minorité. Vous avez sans doute déjà entendu le mot Tutsi. C'est l'ethnie qui a subi un génocide au Rwanda en 1994 de la part d'un gouvernement extrémiste qui appartenait essentiellement à l'ethnie majoritaire du pays, les Hutus. Il y a eu 800 000 morts en 3 mois. Et en fait, tout part de là. Pour stopper le génocide, une rébellion à majorité Tutsi renverse le gouvernement et prend le pouvoir. Environ 2 millions de personnes, dont des génocidaires, ont alors fui vers l'est de la RDC voisine, qui s'appelait à l'époque le Zaïre. C'est à ce moment qu'ont commencé à se constituer progressivement les groupes armés de la région. Les génocidaires en exil, voulant à terme revenir au Rwanda, créent des groupes armés. Pour s'en débarrasser, le Rwanda va mener une traque sanglante des réfugiés Hutus, et va aussi parrainer une rébellion, à majorité Tutsi, l'AFDL, dirigée par Laurent Kabila. Un conflit va alors éclater avec le président du Zaïre, Joseph Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence du Rwanda sur son sol. À la fin de cette guerre, Mobutu est renversé. On aurait pu croire que ça allait permettre d'apaiser les tensions, mais rapidement, elles reprennent dans l'est du pays. Alors, on va passer plusieurs épisodes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette époque, le pouvoir congolais s'oppose aux groupes rebelles dans l'est du pays, principalement constitués de Tutsis, mais pas que, et dont les noms des organisations ont changé au gré des accords et des scissions. Le pouvoir congolais s'oppose donc également au Rwanda, qui soutient les rebelles plus ou moins ouvertement. Il y a aussi des groupes armés d'anciens génocidaires. Ils sont tantôt ennemis, tantôt alliés du pouvoir congolais. Et au milieu de tout cela, une mission de l'ONU a été déployée depuis 1999 pour tenter de calmer le jeu. Mais elle n'y arrive pas. C'est dans ce contexte que le M23 a fini par émerger. C'est aujourd'hui le groupe armé le plus important de la région. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas le seul. Il y aurait en tout plus d'une centaine de groupes armés actifs dans l'est du pays. Et leurs affrontements, autant que les combats avec l'armée, donnent lieu à des massacres. Et d'ailleurs, l'armée congolaise, qui est en partie constituée d'anciens rebelles, se rend aussi coupable d'exactions. Alors, les bilans de ces années de conflit sont très difficiles à établir. On estime qu'il y aurait eu 5,4 millions de morts sur la période 1998-2007 et plus de 200 000 femmes violées depuis 1998. On dénombre aussi 6,9 millions de déplacés à l'intérieur du pays et actuellement, 6,7 millions de personnes résidant dans l'est de la RDC sont en situation de crise alimentaire.